Merci beaucoup, Monsieur le Président. Et je tiens également à remercier Béatrice Coularé ainsi qu'Inès Villers-Lapetit qui m'ont encouragée à prononcer cette communication ce soir devant cette société si ouverte à accueillir de nouveaux membres. Et ces nouveaux membres qui n'ont pas toujours des orientations de recherche vers la numismatique et peut-être encore moins pour l'archéologie, puisque je suis historienne de l'art et c'est par ce biais j'analyse cette production, que j'étudie l'histoire de l'art de la médaille du 19e et du 20e siècle. Et donc précisément aujourd'hui, je vous propose même d'orienter encore vers un autre domaine, de parler de décoration créée à l'issue de la Première Guerre mondiale pour analyser leur instauration par les autorités, leur création par un éminent sculpteur médailleur, leur fabrication également, fabrication pleinement industrielle, et puis leur diffusion auprès de leur ayant droit. Donc en somme, je vais passer à la diapositive suivante si cela fonctionne. Oui. Ah bah voilà, c'est bon. Voilà, ça s'affiche. Oui, je disais, je voudrais qu'on explore ensemble la genèse de cette typologie de médailles, des médailles de petit format, pourvues d'une bélière, pourvues de rubans pour les rendre portatives. Et sous cet aspect, ces objets se rattachent donc au domaine de la phaléristique. Et cependant, ce qui m'intéresse au travers de ces décorations, c'est justement de saisir leur caractère pleinement médaillistique. Et à cet égard, j'ai fait mienne cette réflexion que je vous ai positionnée dans la diapositive, réflexion de Dov Zéa, qui fut directeur de la Monnaie de Paris entre 2002 et 2007. Et en préface de l'ouvrage intitulé Les décorations françaises, il constatait déjà, je cite, sa pensée, on ne regarde jamais assez une décoration, trop attachée à se représenter sa valeur symbolique, à s'interroger sur les mérites de celui qui la porte. On oublie de porter un œil attentif à l'objet. Et c'est donc pour un peu remédier ce facteur que j'ai proposé cette conférence, d'autant que je poursuis d'ailleurs sur sa propre réflexion et sa citation. Si la décoration est un symbole, si elle est pour celui qui la remet comme pour celui qui la reçoit l'écrin d'une émotion particulière et partagée, on envisage plus rarement qu'elle est pour celles et ceux qui la fabriquent le fruit d'un travail minutieux. Et c'est donc aussi à ce très long processus de fabrication que je souhaite dédier le propos de la conférence. En plus du nom d'un homme, un éminent sculpteur médailleur, Pierre-Alexandre Morlon, qui, très paradoxalement, a perdu la paternité de ses œuvres en raison, là j'en formule peut-être l'hypothèse, en raison de l'appropriation nationale de ce type d'objet. En effet, pour préparer cette conférence, j'ai ouvert quantité d'ouvrages, des sommes qui pour certains ou certaines, je pense notamment à l'histoire des décorations françaises contemporaines, dirigée par Henri de Régnier, paru en 1933, mais qui reste malgré tout une source majeure, pour la bonne et simple raison que les planches illustratives sont nombreuses, elles sont aussi de très très bonne qualité. Et elles reproduisent donc de façon exhaustive toutes les décorations instaurées par les régimes politiques à partir de la Légion d'honneur créée par Napoléon Ier. Et donc à cet égard, la médaille commémorative de la Grande Guerre et la médaille interalliée dite de la Victoire, dont on va tout particulièrement parler ce soir, sont en bonne place dans cet ouvrage, dûment reproduits avec leurs rubans colorés. Or, et alors même que les objets sont signés, que leur auteur a été encensé par ses contemporains pour leur symbole, eh bien nulle part dans ces publications n'est mentionné son nom, Pierre-Alexandre Morlon. De manière générale, disons, le reproche principal que l'on pourrait faire à ce type d'ouvrage, c'est bien cette omission. Et d'ailleurs, au-delà même d'Alexandre Morlon, aucun médailleur n'est cité, comme si les décorations se généraient d'elles-mêmes. Donc, le discours se porte avant tout sur les autorités qui les imaginent, sur le cadre réglementaire qui leur est donné pour leur diffusion.
Et puis je dirais, abracadabra, les Français peuvent se les procurer. Or, justement, entre le moment, de, la création et celui, de la diffusion, il se passe beaucoup de choses, à l'appui des archives, qui ont été conservées et ces événements, méritent, d'être éclairés parce que le temps, hein, de la conception matérielle est souvent long, marqué par la compétition entre, artistes, marqué par les luttes intestines entre les différents, acteurs de, la commande publique. Et puis le tumulte aussi de la vaste entreprise industrielle où se joue encore la concurrence entre éditeurs. Bref, mes recherches, hein, et mon propos veulent vraiment porter un nouvel éclairage sur le processus de création de ces décorations et donc sur son créateur, d'autant que l'année 2023 est une année Morlon. Une exposition lui a été consacrée, exposition ouverte jusqu'au 5 novembre au musée des Ursulines de Mâcon, sa ville natale. C'est la première fois, hein, qu'une, institution, muséale, lui dédie, une exposition depuis la rétrospective, que la Monnaie de Paris lui avait, consacrée peu de temps après sa mort en 1951. Il était donc temps de reparler de lui, et l'objectif a été, superbement, atteint pour retracer d'ailleurs, hein, toutes les facettes, de son art. Donc pour les curieux qui, ne pourraient pas se rendre à Mâcon, un catalogue a, également été, rédigé. J'en fais là la promotion. Je me permets aussi de le faire circuler. Comme ça, vous pourrez, voilà, voir, son ampleur. Il est richement, illustré. La mention d'ailleurs de, la production, phaléristique ne manque pas. Elles sont concentrées entre les pages, 78 et 97. Cependant, il faut quand même noter la brièveté du passage accordé à l'investissement de Pierre-Alexandre Morlon à la conception, hein, de la médaille commémorative de la Grande Guerre et de la médaille de la Victoire, dans l'essai consacré à sa facette de médailleur. Donc c'est aussi pour pallier que j'ai voulu aujourd'hui approfondir cette contribution de Morlon à la phaléristique de guerre, un domaine renouvelé par l'essor des récompenses militaires dans les années 1920, mais aussi par le renouveau de la médaille artistique depuis la fin du 19e siècle. Je vous propose donc d'entrer bien dans le vif du sujet autour d'un autre constat, hein. Entre 1914 et 1918, il faut bien admettre que les autorités françaises ont failli dans l'établissement d'une numismatique de guerre capable de soutenir le moral des troupes et la propagande contre l'ennemi. De cette lacune institutionnelle naît un mouvement de rattrapage qui permet à la décoration militaire ainsi qu'aux médailles commémoratives, hein, de proliférer après-guerre et à Morlon de se saisir en définitive, hein, de la première place dans ce mouvement. Je commence avec une toute petite digression pour évoquer une décoration militaire antérieure à celles qui vont nous intéresser. Quand la guerre éclate, la France, hein, dispose pour seule récompense de la Légion d'honneur et d'une médaille de mérite, la médaille militaire. Par conséquent, dès le mois de novembre 1914, des députés écrivent au ministre de la Guerre, hein, pour suggérer la création d'une nouvelle récompense militaire afin que les officiers puissent décorer directement sur le champ de bataille les soldats les plus braves. En décembre 1914, un projet de loi est déposé à l'Assemblée nationale et défendu à partir de février 1915 à la tribune, hein, par Émile Drian, par Georges Bonnefou et puis par Maurice Barrès dans la presse, soutenu par le général Boel. Et l'affaire va vite puisque le 8 avril 1915, un texte de loi, article unique, hein, est adopté, promulgué dans la foulée par Alexandre Millerand à effet rétrospectif. Suite à la promulgation, une commission militaire est créée, présidée par le général Graziani, dont l'idée est d'organiser un concours ouvert à tous les artistes pour établir le dessin de la nouvelle décoration. Mais au vu de la situation politique, le concours se limite à quelques artistes non mobilisés en raison de leur âge, et Albert Bartholomé en sort victorieux.
Son prototype, hein, vous le voyez à l'écran, il prend, la forme d'une croix à, 2 épées, passées en sautoir, chargées, en son centre d'un médaillon au buste de la République française et pourvu d'un ruban, vert, à bandes rouges. Le dessin est validé, par le ministre, de la Guerre et la fabrication est confiée aux maisons Artus Bertrand et Christophe, hein, pour la voir se répandre très, très largement. Hormis donc, la création de cette fameuse croix, de guerre, hein, par les autorités durant les événements, on assiste à un mouvement, comme je l'avais dit, de, rattrapage, médaillistique et phaléristique, hein, puisque dans les 5 années qui suivent l'armistice, vont, être créées, des médailles pour couvrir, le devoir de mémoire, pour, pouvoir également honorer, les mobilisés. L'idée, de laisser un souvenir tangible, hein, à tous ceux même qui n'ont pas bénéficié de récompenses réservées aux combattants, d'élite, sans pour autant avoir démérité, hein, et même, avoir contribué à l'effort de guerre. Voilà la raison, qui pousse à cette création. L'idée est d'ailleurs portée, par quelques zélateurs de la médaille. Dès la fin de l'année, 1915, des réunions entre le général Famin, qui était à l'époque directeur des troupes coloniales, et puis Edmond Martin, directeur de la Monnaie de Paris, aboutissent, à la rédaction d'un projet de concours pour déterminer, une médaille commémorative de la campagne contre l'Allemagne. Alors c'est un projet de concours, mais qui n'a pas, abouti. On trouve aussi au journal officiel à l'été 1916 un règlement d'un autre concours pour choisir, hein, je cite, un insigne spécial destiné aux militaires de tout grade réformés pour blessure au cours de la campagne contre l'Allemagne. Le projet n'aboutit pas. En mars 1918, encore, hein, le député Bouillon-Lafon soumet à ses collègues une proposition de loi tendant à créer une médaille commémorative internationale de la guerre, en argumentant, je tiens juste à le citer, hein, plus que jamais, l'effort est un. Il nous semblerait donc particulièrement heureux de ne pas créer une médaille commémorative uniquement française, mais de voir plus loin et plus haut. Ne serait-il pas logique de faire un geste uniforme et de créer une médaille commémorative interalliée qui pourrait être le symbole des luttes supportées en commun pour la consécration définitive de la liberté. Fin de citation. Alors de tous ces projets, je vous l'ai déjà dit, hein, ils ont été, avortés. Le contexte a évidemment eu raison, d'eux et donc il faut attendre le calme, de l'armistice pour qu'ils prennent, vraiment, véritablement corps. Au début, de l'année, 1919, l'idée d'émettre une marque de souvenir du conflit, hein, refait, surface. Elle est portée à la Chambre des députés par Henri Tasso qui prend la parole pour rappeler, je cite juste un court passage: «Il est moral de perpétuer le souvenir des souffrances imposées à notre patrie par ceux qui voulaient lui ravir ses richesses et ses libertés. Il faut que la marque de ce souvenir soit répandue le plus tôt possible dans tous les coins du territoire». Et parallèlement à cette idée, à l'occasion de la conférence de paix de Paris, hein, le maréchal Foch porte à son tour l'idée d'une médaille semblable, accordée donc à tous les combattants de la Grande Guerre, rappelant ce glorieux insigne porté par eux dans toutes les parties du monde entretiendrait et conserverait des sentiments d'éternelle camaraderie qui, après avoir fait sur le champ de bataille la force de nos armées, assurerait dans la paix la grandeur des nations alliées par l'union dans le souvenir. Fin de citation. Évidemment, l'autorité du maréchal Foch aide à l'adoption de cette résolution. Elle est adoptée précisément le 24 janvier 1919 et s'ensuit donc la création d'une commission interalliée chargée de régler les modalités, hein, d'instauration de la décoration. Alors de toutes ces discussions surgissent eh bien, enfin, 2 lois déposées, hein, par le gouvernement français pour j'essaie de passer la diapositive suivante, ça ne fonctionne pas.
Donc de ces 2, voilà, parfait, merci beaucoup. De ces 2 discussions, surgissent 2 lois qui sont déposées, je le disais, par le gouvernement français, pour, concerner, les 2 médailles, que l'on avait à l'écran juste avant. Donc concernant, la première en vue, d'instituer une médaille commémorative française de la Grande Guerre, hein, son projet déposé, à la Chambre des députés en mars, 1920, porté par le ministre de la Guerre et le ministre de l'Instruction publique. Parce qu'il est convenu que l'organisation, du concours, hein, ouvert pour déterminer, sa forme, sera portée par l'administration, des beaux-arts. Alors, je rappelle juste à cet instant que l'administration des beaux-arts, à cette époque, hein, n'est pas un ministère indépendant. Il est sous tutelle du ministère, de l'Instruction publique. Et ainsi, cette implication capitale des beaux-arts dans cette entreprise, hein, prouve la portée, artistique, de la décoration, militaire. De surcroît, les autorités pensent alors que l'art, a une part importante à jouer dans le relèvement, de la société, d'après-guerre. Alors pour en revenir au texte, les navettes, hein, durent, 3 mois dans le but d'améliorer, évidemment le texte. Améliorer, notamment au sujet des conditions, de fabrication de l'insigne, hein. On discute, jusqu'au nombre de passes sous le balancier, certains, voulant jusqu'à 3 passes pour forger un relief plus détaillé qu'une frappe sous presse. Mais évidemment le coût, n'est pas le même. Et puis, je signale, hein, que toutes ces discussions, techniques, elles se font sans concertation avec, la Monnaie de Paris, ce qui aura, des conséquences un peu plus tard. On va y revenir. Donc finalement, la loi est adoptée le 23 juin, 1920. Elle institue, une médaille destinée à honorer, tous les mobilisés, sous le drapeau, hein, entre, le 2 août 1914 et le 11 novembre 1918, qu'ils soient hommes ou femmes, actifs sur le front, ou à l'arrière. L'étendue, donc des bénéficiaires estimés entre 5 et 7 millions, qui sont détaillés, hein, à l'article 2, sera, précisé ensuite dans une circulaire le 20 janvier, 1921 pour, informer, hein, que la décoration touche vraiment, oui, tout le monde. Il est détaillé précisément que cela touche les infirmiers, les médecins, les pharmaciens, les agents de police, les femmes aussi, des femmes automobilistes, téléphonistes, secrétaires engagées à cette époque-là, pendant le conflit, hein, dans l'armée. À l'article 3, cet article détaille les composantes matérielles de l'objet, hein. Cet article, il fixe déjà le cahier des charges de la réalisation, industrielle. Il est notamment précisé que l'insigne sera choisi par voie de concours entre artistes français. Il sera en bronze d'un module environ 30 millimètres, suspendu, par une bélière à un ruban dont la largeur, le nombre de raies, l'espacement, tout cela est normé par cette fameuse loi. Concernant la deuxième loi instituant, une médaille commémorative interalliée de la guerre, dite médaille de la victoire, il faut attendre 2 ans, pour qu'elle soit votée, hein, pour qu'elle voie le jour, le 20 juillet, 1922. Les projets, ont été, disons, mis en échec par les affres, du concours, les affres également de la commande, de la précédente, décoration, hein, on va revenir sur cet aspect. Cependant, le délai, permet de construire un texte beaucoup plus solide, parce il détaille très finement, les ayants droit, toujours à l'article 2, et qu'il structure encore davantage les composantes de l'objet, notamment à l'article 11, où il est écrit, hein, que la médaille bronze d'environ 36 millimètres. L'avers représentera une victoire ailée en pied, debout, au milieu de la médaille, et le revers, portera l'inscription « La Grande Guerre pour la civilisation ». Alors comme ces 2 lois le mentionnent, hein, les conditions, de, chacun des 2 concours, sont déterminées par, les institutions, spéciales, enfin ils vont, oui, pardon, être, ils vont, ces 2 concours être déterminés par des instructions spéciales, mises en place par les parties prenantes, de l'organisation même du concours. Donc durant l'été, qui succède à l'instauration de la loi, hein, durant l'été 1920, la discussion est assez nourrie entre, l'inspecteur général de l'habillement au ministère de la guerre et puis le directeur du bureau des travaux d'art au ministère de l'Instruction publique.
Elle concerne ces discussions, eh bien, le financement, les financements des primes notamment, accordés aux 6 premiers lauréats, du concours, de la médaille de la Grande Guerre, ainsi que les droits perçus par l'artiste, hein, sur chaque, exemplaire, vendu. Et sans vous surprendre, eh bien, ces propositions, elles sont toutes revues, évidemment à la baisse par l'administration des beaux-arts parce que les budgets manquent, ces budgets, ils ont vraiment été, réduits, hein, pendant la guerre. Alors les primes, convenues, sont de 2 000 francs pour, le premier lauréat, 1 500 pour le deuxième et puis cela décroît jusqu'à, 500 pour les 2 derniers. L'indemnisation de l'artiste est également fixée à 1 centime par exemplaire vendu par, une administration et 2 centimes pour, les exemplaires cédés par la Monnaie de Paris. Alors qu'à l'origine était évoqué jusqu'à 5 centimes, hein, par exemplaire, ce qui aurait permis à l'artiste de toucher, entre 250 000 et 300 000 francs, puisque les médailles étaient enfin les décorations sont estimées, à 5 ou 6 millions. Donc c'est vraiment des chiffres considérables. Et concernant donc le second concours, le programme du concours de la médaille, de la victoire, fort des problèmes rencontrés, durant la première expérience, hein, une commission, est établie, chargée, de l'élaboration du programme. Elle est constituée en octobre, 1922 et elle fonctionne directement sous, la direction de l'administration des beaux-arts et comprend un représentant du ministère des Finances et puis, 2, de l'administration, militaire. De cette concertation en sort un texte, dûment détaillé, hein, sur les modalités, de dépôt des projets, sur le nombre de jurés, sur le processus de vote, sur le montant des primes, qui sont cette fois-ci élevées à 10, et notamment le premier prix, hein, est relevé, à 3 000 francs. Et enfin, les différentes phases de la fabrication sont vraiment précisées pour, répartir les responsabilités entre, chacune des parties, institutionnelles qui composent toujours le commanditaire, public. Alors pour éviter, toute, confusion entre ces 2 textes de loi, je vais maintenant vraiment me focaliser uniquement sur le concours de 1920, hein, organisé pour sélectionner le motif de la médaille, commémorative de la Grande Guerre. Donc c'est, celle qui est, ici à gauche. Comme, seuls les ministères de la guerre et le ministère, de l'instruction publique, hein, je vous l'avais dit, a été jusqu'alors impliqué, dans son organisation et bien, lorsque le concours ouvre, le 30 octobre, 1920, les plaintes évidemment pleuvent sur les responsables, des plaintes de la société, des artistes graveurs en médailles, des plaintes de la chambre syndicale de la bijouterie, des médailleurs également à titre individuel, hein, se plaignent des conditions du concours, se plaignent des 2 mois simplement qui leur sont accordés pour déposer un projet. À noter en revanche que la Monnaie de Paris, elle ne se plaint pas puisqu'elle n'est toujours pas au courant, de l'organisation du concours. Et donc 2 mois plus tard, hein, 2 mois plus tard après l'ouverture, du 30 octobre 1920 de ce concours, 2 mois plus tard à sa fermeture, on compte 73 projets déposés, dont certains émanent, d'artistes notoires. Alors, faut-il le rappeler, hein, la voie du concours, et de tous les modes de sélection, le plus démocratique, l'anonymat, préserve évidemment des jeux d'influence, préserve aussi du système de la recommandation et cet anonymat, il est, permis, par l'adoption de devises, de la part des concurrents inscrits, sur les projets, inscrits également sur les enveloppes, qui renferment l'identité de ses concurrents. Vous avez, ici, 3 enveloppes que je vous ai mis, dans la diapositive puisque j'ai eu la surprise, hein, de trouver tout ce matériel, dans les dossiers, d'archives dûment conservés dans les dossiers d'archives. Et pour en revenir à Morlon, hein, si donc au début de sa carrière, Morlon, il a su se servir de l'appui politique de certains, de ses soutiens, et entrer, dans le système, enfin à cette période-là, en 1920, entrer dans le système, du concours, et bien cela s'assimile à rebattre les cartes, hein, de ses aptitudes, artistiques et accepter aussi que la désignation, se fasse au profit du talent, le plus méritant.
Alors en prenant connaissance, début janvier, hein, 1921, on est là début janvier 1921, en prenant connaissance, des, 73 projets qui avaient été, livrés, enfin déposés, les organisateurs s'aperçoivent, que, le jugement n'a pas du tout été programmé, que la question même de l'exposition publique n'a pas été, suggérée. Donc branle-bas de combat, hein, pour organiser en 20 jours, ce jugement. D'autant que le jury doit se composer, de 18 représentants de l'administration des beaux-arts, de 4 représentants du ministère de la guerre, d'un représentant de l'administration des monnaies, de 2 sculpteurs, 2 graveurs, 2 artistes décorateurs, 2 délégués de la chambre syndicale de la bijouterie et 10 jurés élus, par les concurrents. Et là encore, les dossiers d'archives, hein, conservent vraiment toutes les lettres, d'acceptation ou de refus, de ces différents jurés de siéger, parmi le jury. Alors tout ce petit monde se réunit, au Grand Palais le 22 janvier 1921 pour délibérer. Il est décidé de procéder par élimination, c'est-à-dire que dès le premier tour de scrutin, 46 projets, sont éliminés. Le deuxième tour examine donc 27 projets pour n'en retenir que 7. Ils en retiennent 7, mais il n'y a que 6 primes, hein, qui vont pouvoir être distribuées. Et il est alors, proposé de les classer, de classer tous ces projets par le nombre de votes, enfin de voix, mises au vote. Et là encore, les originaux, que vous avez dans la partie, droite de la diapositive, les originaux du procès-verbal, de cette, séance nous permettent, hein, d'apprécier, pour qui chacun des jurés, a voté. Alors le classement des 6 primes, il s'établit comme suit. Arrive 6e le projet, de Georges Prudhomme, est classé 5e le projet de François Niclos. En 4e figure le projet, de René Baudichon. Celui d'Édouard Blin, est classé 3e. La 2e prime est accordée à Albert Pommier, tandis que, Pierre-Alexandre Morlon est classé 1er. À l'écran, hein, notamment, je vous projette là son projet, de médaille. Il se compose de 2 modèles en plâtre non patiné de 20 centimètres de diamètre, auquel s'adjoint d'ailleurs une reproduction photomécanique, hein, dans la partie inférieure, hein, une reproduction photomécanique de l'aspect que pourrait prendre la médaille à grandeur. Et l'ensemble a été photographié par l'agence, Meurice pour être diffusé, dans la presse le surlendemain, de la proclamation des résultats. Alors, dans l'état de mes recherches, je ne connais pas, les autres formes, enfin la forme des autres, projets. Ils n'ont pas été, reproduits, dans la presse. Ils n'ont pas non plus été, identifiés, hein, sous réserve évidemment qu'ils aient été conservés jusqu'à nos jours. Donc à l'issue de ce classement et de la victoire, de Morlon, les membres du jury sont consultés pour savoir si le projet, doit recevoir une commande de la part de l'État et bien la réponse est, affirmative à 20 voix, contre 5. Et c'est donc cette proposition que vous avez à l'écran qui sera concrétisée sans grande modification, hein, vraiment au regard de ses qualités. Alors je ne cesse d'évoquer le nom de Pierre-Alexandre Morlon, sans vous avoir, pour l'instant, présenté le personnage. À l'écran, pour vous l'incarner, une photographie. Il a alors une vingtaine d'années, hein, sa mine, échevelée nous témoigne bien de la fougue qu'il animait alors, hein. Pierre-Alexandre Morlon, il est le fils d'un marbrier mâconnais. Son père, ambitionnait vraiment de le voir reprendre l'affaire familiale, mais c'était sans compter, ses prédispositions pour le dessin, ses aptitudes, au modelage. Il réussit, notamment le concours d'entrée de l'École nationale des beaux-arts au printemps, 1897, hein, et choisit, de s'inscrire dans l'atelier de sculpture, d'Alexandre Falguière. Là, il se révèle être un élève appliqué, il participe d'ailleurs régulièrement au concours d'émulation, il remporte plusieurs prix, des prix de composition décorative notamment. Mais déjà à cette époque, hein, il lorgne, du côté de l'art de la médaille. Il y est initié par, Henri Dubois, dont l'atelier privé est alors réputé dans Paris.
avant de s'inscrire en 1901 dans l'atelier qu'Hubert Poncarme dirige à l'école des Beaux-Arts. Alors juste un point à ce niveau, parce qu'on lit partout que Morlon a été formé par Jules Clément Chaplin. Chaplin reprend l'atelier de Poncarme en 1903 et parmi donc les élèves qu'il récupère, on trouve bien Morlon. Donc s'il est juste d'écrire que Morlon reste inscrit dans cet atelier jusqu'à la limite de ses 30 ans, hein, parce que son objectif c'est à cette période-là le prix de Rome, eh bien en réalité il est déjà engagé dans la voie professionnelle et il subit finalement peu l'influence chaplinienne. L'enseignement qui le marque vraiment, c'est celui de Poncarme et pour preuve, hein, on voit bien le relief, si velouté de la plaquette représentant, une couturière, hein, qui possède vraiment des qualités, toutes ponscarmiennes. Morlon, donc je l'ai dit, hein, il poursuit vraiment de front une double formation là de sculpteur, et de médailleur. Alors ce choix, n'est, pas rare, à l'époque. Il résulte vraiment de la prévention des élèves à ne pas se destiner uniquement à un médium, hein, la médaille, dont ils connaissent les difficultés, professionnelles, du fait de l'insuffisance des débouchés. Morlon commence à exposer au Salon des artistes français, là aussi très tôt, hein, dès 1900, en jouant toujours de cette double qualité de sculpteur et de médailleur, hein. Il envoie des œuvres dans les 2 sections pour maximiser, ses chances d'être repéré et la stratégie fonctionne, hein. En 1904, l'administration des Beaux-Arts lui achète un premier lot d'œuvres, dont fait partie notamment la couturière, hein. Et 2 ans plus tard, en 1906, il reçoit une médaille de 2e classe pour un autre ensemble qui ne manque pas d'intéresser cette fois-ci la Monnaie de Paris. Morland signe son premier contrat d'édition en mars 1907 pour Gallia. Le type de Gallia, c'est cette effigie gauloise, hein, qui forme la couverture du catalogue d'exposition et qui forme aussi l'affiche de l'exposition. Et s'ensuit, à partir de ce premier contrat, hein, une collaboration vraiment prolifique avec la Monnaie de Paris. De 1907 à 1946, il fournit une soixantaine de modèles. Alors dans cette première phase de carrière, l'intérêt, de Morlon s'oriente vraiment vers la représentation du monde du travail, hein, selon les modalités du réalisme social. L'attrait, pour l'iconographie du vin constitue, une autre composante, en se reliant à sa région, natale et d'ailleurs la plaquette que vous avez à l'écran intitulée «Le vin» en témoigne bien. La guerre, n'interrompt que brièvement, ses travaux, de surcroît, il est incorporé, dans le 20e escadron des trains et de là naît, sa fascination, une fascination véritable pour les chars d'assaut, à tel point, qu'il va vouloir rendre hommage aux tanks, et cette idée, elle germe dans les derniers mois de l'année, 1917. Elle se consolide, grâce, à une autorisation exceptionnelle délivrée par le directeur de l'armement pour, photographier, le dernier modèle de char d'assaut, hein, au centre d'artillerie de Sercotte. Vous l'avez à l'écran, cette photographie, dans un souci de vérité, documentaire. La médaille, frappée, quelques mois plus tard qui en émane, donne vraiment à voir, hein, ce même surgissement du véhicule, et de façon symbolique, Morlon, y a ajouté au-dessus une personnification véhémente de la France, hein, qui répond vraiment à l'élan du char. Et cette association entre allégorie et détail réaliste est vraiment l'une des caractéristiques de l'art, de Morlon, à laquelle, on peut ajouter, hein, au début, des années, 1920, une nouvelle, sobriété, qui découle d'une quête d'efficacité visuelle et de composition toujours plus structurée grâce à la reconquête de la ligne. Alors c'est peut-être pas encore très visible, sur la plaquette que je vous projette à l'écran, mais cela sera, de plus en plus, oui, constatable dans la production, postérieure. Donc c'est d'abord, là, vraiment la manière, hein, de la maturité de l'artiste qui gagne en densité, plastique et donc la plaquette que j'ai sélectionnée, pour, clore cette période est une plaquette en hommage aux alliés qui est simplement inscrite «Merci» et qui figure, le baiser, de la France, hein, la France endeuillée à un soldat, américain.
Alors, à sa démobilisation, Morlhon, est donc bien obligé, hein, de se replacer dans le microcosme de la médaille. Mieux, il sort de cet épisode avec de nouvelles ambitions artistiques qui coïncident avec, ses 40 ans, qui coïncident avec, 4 années où il a produit, mais sans, que sa notoriété dépasse, hein, les cercles, des amateurs, et évidemment, il en sort, avec la foi en un nouveau monde. Je vous projette à cet égard, une, photographie de lui, hein, assis dans son atelier en 1928. Alors, on le voit, sa moustache est un peu moins fournie, une physionomie aussi peut-être un peu plus empâtée, hein, puisqu'on a désormais affaire à un artiste, qui s'est embourgeoisé par le succès. Succès artistique, hein, d'une part, en étant, victorieux, de 2 concours, successifs, et puis succès, industriel, d'autre part, au regard du nombre faramineux d'insignes qui lui ont été, commandés. Je reviens à ces fameuses décorations. L'arrêté, de commande, de la médaille commémorative de la Grande Guerre et de son outillage, est signé le 7 février, 1921 pour 6 000 francs. La somme, elle est répartie, hein, entre 4 000 francs, qui sont alloués à la conception du modèle, et 2 000 francs accordés pour la confection, c'est précisé, dans les lignes de l'arrêté, la confection des découpoirs de la bélière, des poinçons face et revers, et puis des matrices. De son côté, Morlhon compte bien faire évoluer quelques composantes de la loi pour convenir à ses ambitions, artistiques. Il suggère notamment que le module, hein, ce module fixé à 30 millimètres, soit porté à 32 millimètres, argumentant, hein, dans cette lettre qu'il envoie, au ministre de l'Instruction publique, je cite juste le début du 2e paragraphe dans la 2e page, qu'au point de vue, esthétique, étant donné la largeur du ruban, il serait désirable que le module de la médaille, puisse être porté de 30 millimètres, pardon, à 32 millimètres. Donc, interrogé sur ce point, le directeur du bureau des travaux d'art, répond très rapidement, hein, qu'il n'y voit aucun intérêt. En revanche, son homologue du ministère de la Guerre est un peu plus lent dans sa réponse, hein. Il met plus d'1 mois à fournir un avis positif, formant là un premier retard dans la fabrication. Cette fabrication, elle débute néanmoins fin mars 1921. Alors, la décoration, ah oui, pardon, la décoration pour laquelle j'ai rapporté, bah, les objets, je vais les faire circuler des 2 côtés. Comme ça, vous allez pouvoir les appréhender effectivement, matériellement, hein, les toucher, également, appréhender le relief par les doigts. On dit trop rarement, mais la médaille, elle s'appréhende, aussi par le sens tactile. Donc la décoration, conçue par Morlhon, cette fameuse médaille commémorative de la Grande Guerre, hein, elle est suspendue, par une bélière enrichie, de feuilles de chêne, de feuilles de laurier. Elle se prolonge, par un ruban blanc, et rouge. Plus précisément, le ruban blanc est coupé dans sa longueur par, 5 raies rouges. Alors les couleurs, elles restent, assez traditionnel, par rapport au ruban, à ce ruban, que vous allez, pouvoir, appréhender matériellement, hein, ce ruban à double arc-en-ciel juxtaposé par le rouge et se terminant par un fin filet, blanche qui est choisi donc pour la médaille, de la victoire, pour symboliser, l'espoir des temps nouveaux. Alors, durant le processus de, création, Morlhon, hein, semble-t-il, beaucoup cherché. Il a beaucoup cherché par le crayon la composition la plus adéquate. Un temps, il a d'ailleurs émis, hein, l'idée de produire une plaquette, étoilée. Il a notamment hésité entre 5 et 6 branches. Il a analysé aussi la convexité, de l'objet. C'est cette partie ici centrale de la feuille. Hem, il a surtout chargé, enfin, cette fameuse, plaquette, enfin, plaquette étoilée, hein, d'une Athéna casquée, cuirassée, qui libère des colombes, au-dessus d'un paysage, alors grossièrement structuré, mais on peut penser qu'il s'agit d'un champ de bataille.
Et finalement, comme le suggère l'apparition, dans la partie inférieure gauche de la feuille, hein, d'un buste à gauche, casqué, lauré, eh bien, il préfère adopter, finalement cette forme. Hem, En outre, je reviens à cette recherche, graphique à laquelle, donc Morlon se livre, hein, durant la genèse du projet. Cette recherche a, selon moi, vraiment une incidence directe sur la qualité, du relief, à venir. Le méplat, qui module, les filies est très peu accentué. La bordure du casque, hein, notamment, constitue la saillie la plus haute, du relief. Sinon, tout le reste du buste, se fond harmonieusement, dans le champ, sans rupture, de plan. Et d'ailleurs, cette qualité de relief, très peu accentuée, elle avait déjà été décrite par Henri Dropsy, dans la préface du catalogue de l'exposition de 1951. Il y indiquait, que Morlon répugna toujours à modeler de saillantes maquettes. Néanmoins, la bosse, sur laquelle je voudrais revenir maintenant, le bas-relief, hein, il est bien présent dans, la médaille interalliée parce que, et là je formule une autre hypothèse, cet objet précisément, dans cet objet, la quête du motif est davantage passée par la plastique que par le dessin. Je m'explique. Vous avez à l'écran un, relief, hein, de plus de 50 centimètres de diamètre, soit le format d'un bas-relief en tondo et non plus d'un médaillon qui résulte, de la fonte d'une étude préparatoire réalisée en matière, plastique, hein, comme de la glaise, comme de la cire, mise en œuvre, cette fois-ci par le procédé du modelage. Et cette appréhension sculpturale du relief, engage à ce qu'il, s'épanouisse par la saillie. De fait, lorsque le modèle original a été, préservé par la fonte, hein, qui plus est, une fonte assez rudimentaire, enfin du moins pour le matériau, utilisé. Il s'agit à l'écran, enfin on le voit à l'écran du régule, hein. Donc cette fonte, en a fait, enfin ce modèle, original, l'a fait devenir un chef modèle capable d'être soumis au tour à réduire, hein. Le tour à réduire, c'est ce procédé de réduction mécanique plébiscité par les, sculpteurs médailleurs de la génération de Morlon. Et donc la réduction, que vous avez à l'écran, j'ai d'ailleurs conservé le rapport de proportion, hein, entre, le chef modèle et la décoration. Cette réduction, elle va conserver le souvenir du bas-relief originel. Ainsi, le relief de la victoire, dans la décoration, hein, est beaucoup plus saillant que, le profil, ce fameux profil de république guerrière. Notamment, concernant cette, fameuse effigie fixée par Morlon, au droit, de la médaille, de la Grande Guerre. Elle adhère pleinement, hein, à l'esthétique, familière de Marianne. Marianne, cette personnification, du visage de la République française, sereine et inébranlable, hein, dans son expression, noble et immuable, dans son canon. Et sous cet aspect, Morlon, cherche vraiment l'efficacité visuelle. Son motif est réalisé pour prolonger aussi, hein, cette idée, pacifique de sauvegarde de la paix. Donc pour moderniser, ce fameux profil de Marianne et surtout l'adapter au contexte militaire, hein, Morlon la coiffe d'un casque, Hadrien. C'est ce fameux casque, qui a été distribué aux poilus à partir de l'hiver 1915, et il lui fait tenir, conjointement dans la main gauche, une épée et des branches de laurier. Là encore, ce cumul, d'attributs symboliques et réalistes, hein, démontre, à nouveau à quel point, Morlon, associe adroitement allégorie, et détails véristes sans se discréditer. Alors évidemment, la formule, elle prolonge les conventions de la médaille et elle peut apparaître quelque peu archaïque pour ces années 1920, hein, ces années 1920 qui prônent tant la modernité. Il faut en revenir là à la portée, de l'objet pour bien comprendre, que, cela l'empêche en définitive de concevoir aussi à sa surface une composition, qui aurait pu être avant-gardiste. Mais là encore, Morlon de toute manière n'a jamais, n'a jamais été tenté par cette voie. Hem, il ne va pas non plus concevoir une effigie aussi virevoltante, hein, que celle qu'il a pu élaborer, une dizaine d'années, plus tôt.
De plus, avec la comparaison, je vous ai mis en comparaison d'autres profils marianesques, selon l'expression de Maurice Agulon, hein, que ce soit des profils donc de cette victoire qui date de la même époque, ou le profil de cette République à fleurs et à fruits, hein, qui date 10 ans plus tard, en 1900, de 1930. On est vraiment frappé, hein, par la cohérence stylistique du canon féminin de Morlonge, et surtout par le réemploi du geste de préhension du végétal. Il faut dire que cette circulation des motifs entre les œuvres de Morlon est assez courante. Pour la médaille interalliée, Morlon reprend, hein, il reprend sans tergiverser, si j'ose dire, le motif du Niké, cette déesse grecque ailée, symbole de victoire, un motif qui lui est vraiment cher et pour lequel il a déjà éprouvé sa pertinence iconographique. Heu, L'allégorie, positionnée donc au centre, de la plaquette, de la navigation, aérienne, ici, cette plaquette qui date de 1909, hein, emploie déjà cette silhouette, de victoire. Donc dans le contexte, commémoratif de l'après-guerre, cette silhouette, elle investit encore sous une configuration alors un peu plus, déployée, hein, grâce à ses ailes, pleinement ouvertes. Juste en dessous, vous avez la plaquette, à la gloire, des camarades, de Polytechnique qui sont morts, pour la France. Cette, victoire qui se conforme aussi au monument aux morts élevé par Victor Ségophin, donc un collègue, hein, dans la cour, de l'école polytechnique de Paris. On assiste vraiment là à une migration, hein, de motifs statuaires jusque, sur le champ, de la médaille qui n'est vraiment pas rare dans l'art de Morlonge. On atteste aussi toute cette communauté, d'esprit, qui relie alors toujours la victoire, de la médaille interalliée avec celle qui anime le monument, aux morts, que Morlon s'attache à concevoir entre 1919 et 1923, pour sa ville natale de Mâcon. Donc les transferts iconographiques, hein, j'en reviens, ils sont vraiment légion, dans sa production, médaillistique. Ils s'expliquent par une activité, partagée entre, sculpture et médaille, dans laquelle règne vraiment une cohérence, esthétique. Et de surcroît, il faut vraiment insister sur ce préalable médaillistique à ces futures réalisations sculpturales, ou monumentales, puisque Morlon, hein, est investi comme, toute sa génération dans l'élévation de, monuments aux morts. Entre, 1921 et 1927, il en bâtit, 11. Donc voilà tout ce que l'on peut dire sur la genèse, hein, du motif. Je vous propose maintenant d'aborder l'étape de fabrication industrielle, cette, étape, oui, vertigineuse, vraiment au regard, hein, de l'évaluation à 5 ou 6 millions d'objets qu'il, fallait frapper pour satisfaire, tous les ayants droit. Alors Morlon n'a jamais défailli, durant, cette, opération d'envergure, hein, aidé vraiment par des éditeurs qui connaissaient leur métier. En revanche, il aurait pu renoncer face aux multiples acteurs de la commande et surtout par rapport à l'affrontement administratif auquel, ils se sont, livrés. Je vous ai déjà dit que la Monnaie de Paris avait été écartée, des discussions préliminaires, hein, du vote de la loi et puis de l'établissement, du programme, du concours, de la médaille commémorative de la Grande Guerre. Le 9 février 1921, donc on est 2 jours après la signature de l'arrêté de commande, hein, à Morlon, le ministre de l'Instruction publique daigne enfin, avertir le directeur de la Monnaie de la sélection de l'artiste, enfin de Morlon, en lui indiquant, que le médailleur a déjà été invité à se mettre en relation avec lui, hein, pour effectuer la livraison, du galvano qui servira ensuite à établir les instruments, de frappe. Dans cet échange, le ministre, hein, il s'adresse au directeur de la Monnaie comme s'il s'agissait d'un administrateur d'une banale manufacture publique qui serait placé sous sa tutelle. Or, je rappelle là, hein, la Monnaie est toujours un établissement public régi par le ministère des Finances et il possède un budget vraiment indépendant des Beaux-Arts. Donc par conséquent, quand le directeur, de, la Monnaie voit arriver cette demande de prise en charge industrielle et financière, eh bien il voit rouge.
S'engage alors une discussion dans laquelle le ministre des Finances, eh bien, va s'impliquer directement. Le 30 avril 1921, il rédige cette lettre, hein, cette lettre fleuve que vous avez à l'écran, dans laquelle il déplore de nombreuses et sérieuses difficultés soulevées par la médaille commémorative de la Grande Guerre. Il commence par lister les acteurs de la commande pour tout de suite regretter l'absence de concertation avec la monnaie dans le processus de fabrication et sans même lui demander hein, si c'est possible pour elle de réaliser cette opération, puisque justement la conjecture ne le permet pas. Depuis 1919, tous les ouvriers sont mobilisés par la frappe de médailles militaires. Pour autant, il tient à trouver une solution hein, et il informe son homologue que la monnaie n'a pas le monopole sur la frappe des médailles à Bélière. Aussi, il lui propose de s'en remettre à la sous-traitance. Et il conclut par l'urgence hein, d'organiser une réunion interministérielle pour renouer la discussion. Ces réunions, il va en être organisé 3 et avant même la tenue de la première, les conséquences de cette lutte intestine entre administrations, elles se répercutent directement sur Morlange. Le 30 mai 1921, alors qu'il était fier de livrer son outillage à la monnaie, eh bien, on le lui refuse. On lui refuse le tirage des coins de service hein, sous prétexte qu'ils seront utilisés par l'industrie privée. De là découlent de nombreuses interrogations sur la surveillance de la frappe en contexte privé, sur l'incertitude quant au nombre d'exemplaires qui vont être mis en circulation et puis sur de possibles contrefaçons. Donc toutes ces questions qui sont là posées par Morlon, elles remontent hein, à ces fameuses conférences ou réunions interministérielles pour être dûment réglées. La première se tient le 23 juin 1921 et permet aux différents administrateurs, enfin ces directeurs d'administrations différentes, de renouer le dialogue. La deuxième se tient le 28 juin, toujours 1921, hein, et auditionne cette fois-ci Morlon, puisqu'il craignait donc de la contrefaçon, et il va proposer à cette occasion-ci de procéder lui-même à la fabrication de ces fameuses décorations par sous-traitance. Bon, la proposition est écartée. Cette troisième et dernière réunion, elle est organisée début juillet, le 4 juillet, pour statuer sur la candidature de plusieurs éditeurs. Donc en définitive, la frappe hein, de la médaille de la Grande Guerre, elle a bien été déléguée à des éditeurs privés, mais la mise sous ruban et la vente restent affectées à la monnaie. Et cette vente, elle s'effectue en gros par lot de sang, donc de la part de la monnaie aux bijoutiers ou aux marchands de décoration qui en assurent ensuite la vente au détail pour un prix unitaire hein, et maximal de 3 francs à partir de février 1922. Ainsi, cette diffusion hein, qui devait être à l'origine gracieuse, eh bien, elle devient payante en raison du coût faramineux de la fabrication. Et à ce propos, parmi les discussions entre députés qui avaient animé la Chambre au printemps 1920, hein, Henri Pathet avait été le premier à révéler le niveau de dépenses entraîné par la création de ces deux décorations. Il estimait déjà à cette époque-là, mais il n'a pas été écouté, un coût de près de 80 millions de francs par l'investissement, donc de 80 millions de francs qu'aurait dû débourser l'État. Et encore, ce chiffre hein, n'était qu'un minimum, puisqu'il prétendait que tout un service allait devoir être monté pour l'achat, la réception et l'envoi aux intéressés. Et donc, en conséquence, par esprit d'économie, les députés ont préconisé que les bénéficiaires achètent eux-mêmes la fameuse décoration. Donc pour l'acquérir et pour pouvoir la porter, aucune autorisation n'était demandée, hein. La présentation seulement d'un livret militaire suffisait. Elle n'est pas non plus assortie de diplôme, bien qu'il en a existé. Vous en avez un exemple à l'écran, mais là encore, la concurrence du marché hein, a amené, disons des imprimeurs à en fabriquer de manière libre. Et présentement, la récipiendaire est une jeune femme, mademoiselle d'Artois, victime civile et pensionnée de guerre.
Et à ce propos, d'ailleurs, les faléristes sont nombreux, hein, à écrire que l'appellation populaire pour désigner cette décoration était médaille des poilus. Donc, par rapport à ce cas de figure d'une jeune femme qui a obtenu la médaille, évidemment, l'expression, elle s'avère quelque peu fausse, elle s'avère surtout non inclusive, puisqu'elle exclut de cette réalité d'une distribution large, hein, toutes les femmes qui ont pu y prétendre pour leur acte de dévouement. Alors le caractère commémoratif de cette médaille, n'amène, aucune remise, officielle au cours de cérémonies, militaires. Alors toutefois, Xavier, Boniface, spécialiste, hein, de la décoration des militaires, il nous rappelle dans ses travaux, que des anciens combattants peuvent la recevoir le jour d'une fête nationale devant les édiles et la population, de leur commune, par exemple. La remise de la décoration prend alors le sens symbolique d'un témoignage donné aux civils et à la nation. Donc en écho d'ailleurs à cette idée, je vous projette au centre, hein, une photographie d'un tirailleur sénégalais qui vient d'être honoré dans la cour des Invalides. Et sur sa poitrine, on distingue 4 décorations dont on peut voir ou discerner au niveau de la troisième, hein, grâce au ruban, qu'il s'agit de la médaille de la Grande Guerre. Et pareil, sur l'uniforme du maréchal Lyautey, parmi cette abondance de décorations, on distingue là aussi cachée entre les médailles, la médaille de la Grande Guerre. Et j'en reviens une dernière fois, au nom de Morlon, Morlon qui, alors même, hein, qu'il reçoit, en mars 1922 le solde de son indemnité, de commande, et bien 4 mois plus tard est enfin promulguée, cette fameuse loi instituant la médaille interalliée, dite de la Victoire, qui contient également, hein, la promulgation d'un concours pour en déterminer le type. Et les autorités, qui ont donc appris de leurs errements, si j'ose dire, eh bien, les autorités vont mettre là, dès lors, tout en œuvre pour que le processus de sélection, de création et de production de cette nouvelle décoration se déroule, beaucoup mieux. Le concours est ouvert, plus rapidement, à la fin du mois d'octobre 1922 et laisse plus de temps aussi aux participants pour, élaborer leur projet. 50 projets d'ailleurs sont déposés, hein, et vont être jugés, le 16 mars 1923 et donc le même homme, Pierre-Alexandre Morlonge, est à nouveau classé 1er devant, 10 collègues, primés, hein, pour leur contribution. L'arrêté de commande est signé dans la foulée, le 23 mars pour 4 000 francs et les instruments de frappe sont livrés sans encombre, hein, cette fois-ci, le 19, juillet. Donc par conséquent, si le public, hein, le grand public, en 1922, hein, noté le retard de diffusion de cette fameuse décoration qui est mise en circulation 4 ans après l'adoption de l'idée à la conférence de paix de Paris, eh bien, le délai s'explique par la préoccupation des autorités à solder la fabrication de la médaille commémorative avant de voter la création de la médaille de la victoire. Et de surcroît, entre le vote de la loi et la commercialisation de la décoration, il s'écoule, eh bien 1 année, seulement 1 année. Un dernier mot, sur, la spécificité de cette décoration, hein, sa caractéristique, elle tient dans le fait qu'elle déborde du cadre national. L'adoption et la diffusion de cet insigne sont vraiment communes, à 14 pays alliés, que je vous donne, hein, à savoir l'Afrique du Sud, la Belgique, le Brésil, Cuba, les États-Unis, la Grande-Bretagne, la Grèce, l'Italie, le Japon, le Portugal, la Roumanie, le Siam et la Tchécoslovaquie. Oui, j'ai oublié la France, mais ça allait de soi. Donc cela fait que cette médaille, hein, est l'une des rares distinctions internationales. Toutes d'ailleurs sont pourvues du même ruban, ce ruban arc-en-ciel, et elles adoptent la même iconographie, à savoir une victoire ailée. Ensuite, il y a des typologies nationales, hein, que je vous ai restituées juste ici et qu'on voit mal à côté, qui résident dans l'interprétation de cette fameuse iconographie d'une victoire ailée, qu'en a fait les médailleurs sélectionnés par chaque pays pour en donner une image plus ou moins hiératique, plus ou moins chargée en attributs selon les traditions militaires nationales.
Et donc de cette nouvelle contribution, Morlon, qui s'était jusqu'alors, illustré avec, discrétion, hein, dans l'art de la médaille, voit vraiment sa réputation grandir, dépasser les cercles, artistiques et numismatiques. La diffusion des deux insignes entoure son nom de prestige, de manière à le propulser à la tête d'une nouvelle génération de sculpteurs médailleurs, hein, nés, comme lui dans les années, 1880 pour former dans les années 1920 la troisième génération du renouveau de la médaille, sous une facette encore plus sculpturale, que la seconde, hein, issue de la fin du 19e siècle. En revanche, la popularisation de son nom parmi, disons, le grand public, elle reste assez limitée, hein. En atteste l'anonymat, dans lequel, ces 2 insignes, ont été rapidement, plongés. Ce constat, d'omission avec lequel j'avais, débuté cette conférence et que j'espère avoir dépassé au moment de la conclure, en vous ayant également, et pleinement présenté, toutes les, enfin fait la promotion, des qualités, de l'art, de, Pierre-Alexandre Morlon. Je vous remercie pour votre attention.